Bonjour à tous, bonjour Rudy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es entre autres expert comptable, commissaire aux comptes et membre du HCVA, le Haut Conseil à la vie associative. Donc tes conseils vont nous être précieux. Aujourd'hui, on va parler de l'essentiel des associations, mais peut-être qu'avant de rentrer dans la technique comptable, on voulait remettre un petit peu en perspective l'importance des associations, puisqu'en fait, en France, on en compte 1,5 million à peu près. Alors, toutes n'ont pas la chance de tenir une comptabilité. Environ 50 000 d'entre elles en tiennent une. Elles font appel à peu près 12,5 millions de bénévoles. Elles emploient quasiment 2 millions de salariés dans le secteur associatif, ce qui représente à peu près 10% des salariés du secteur privé, donc c'est vraiment important. Et puis elles gèrent environ 15 milliards de fonds qui sont engagés dans des dépenses d'intérêt général, dans des projets d'intérêt général. Alors bonjour Nicolas, donc effectivement les associations en France c'est à peu près 1 500 000, alors on dit à peu près parce qu'il y a eu des différentes études qui ont été faites, ici sont répertoriées juste les associations qui sont déclarées en préfecture et toutes les associations ne se déclarent pas en préfecture. 1,5 million globalement, probablement une réalité autour d'1,3 million, parce que souvent les associations, quand elles décident, quand les membres décident d'arrêter l'association, souvent ils oublient de faire leur formalité en préfecture, donc il y a toujours un espèce de résiduel qui vient un peu polluer ces chiffres. Donc sur ce que tu disais Nicolas, effectivement, 50 000 à peu près qui tiennent une comptabilité, 3/4 ont un budget inférieur à 30 000 euros, donc on peut imaginer qu'une comptabilité recette-dépenses, ça peut aussi bien fonctionner pour celle-là. Et donc l'objectif du jour, ça va être effectivement d'expliquer, dans un monde des associations où beaucoup d'entre elles n'ont pas forcément d'obligation, pourquoi elles vont en tenir une, et quand elles doivent en tenir une, comment les choses doivent se réaliser en pratique. Est-ce qu'il faut tenir une comptabilité? Alors, on peut avoir une obligation de tenue de comptabilité qui souvent découle d'un texte légal, d'une source légale. Et cette obligation, elle peut être liée à différents éléments. Ça peut être la nature de l'activité exercée, par exemple dans le secteur social et médico-social. Ça peut être en fonction des critères de taille de l'association. Alors vous les avez rappelés brièvement et au bas de la slide, et tous ne sont pas à remplir d'ailleurs, à respecter, c'est 2 des 3 critères. Ça peut être aussi en raison des modalités de financement de l'association, quelle est la nature du financement, quel est le montant surtout du financement. Donc ça, ce sont les sources légales, mais on a aussi des statuts qui peuvent imposer à l'association l'obligation de tenir une comptabilité. Alors, c'est quoi les statuts? C'est un document qui quand même est assez important dans une association, un document juridique, pas comptable, hein, mais juridique, et qui a une grande importance parce que c'est lui qui fixe les règles de fonctionnement de l'association et un certain nombre d'éléments dans la pratique. Comme les associations, le législateur de l'époque, en 1901, a prévu une extrême liberté, bien évidemment, il faut en définir son fonctionnement. Et les statuts ont encore plus d'importance parce que c'est là où on va décrire les obligations que les membres vont devoir respecter, puisque les associations, c'est un contrat d'adhésion. Donc on adhère à une association, donc ça veut dire qu'on va s'appliquer les statuts, et c'est là où on va pouvoir y mettre parfois de la contrainte. Donc c'est là où effectivement si un article prévoit ne serait-ce que de produire des comptes annuels, c'est-à-dire un bilan, un compte de résultat in annexe, hein, puisque les comptes annuels sont définis par le Code de commerce, eh bien à partir du moment où on va inscrire dans les statuts qu'on a cette obligation, on va devoir la respecter, hein, quand bien même on n'a pas d'obligation qui pourrait apparaître par des sources légales ou réglementaires. Autre élément qu'il faut bien avoir en tête, si vos statuts ne prévoient pas cette obligation, si vous n'identifiez pas en première lecture des sources légales, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un centre social, par exemple, je donne des exemples, hein, mais si vous n'êtes pas dans l'ESSMS, vous pourriez dire, voilà, j'ai pas d'obligation de tenir ma comptabilité, donc je peux à la limite me limiter à faire une comptabilité de recettes-dépenses. Faites quand même attention, dès que vous allez avoir un financement public,
donc dès que vous allez avoir par exemple une subvention, vous pouvez vous retrouver avec une obligation contractuelle, c'est-à-dire que la subvention, souvent en amont de l'octroi de cette subvention, vous avez une convention de financement, et souvent les financeurs publics vont inscrire des obligations de leur communiquer des comptes annuels. À partir du moment où il est juste indiqué, ce que je précise là, c'est-à-dire l'obligation de communiquer, par exemple, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice des comptes annuels, qui dit comptes annuels dit obligation de tenir une comptabilité. Alors bien évidemment, si l'association, au travers des dépassements de seuil de commissariat aux comptes, il y a un commissaire aux comptes, de fait, l'association, pour que le commissaire aux comptes puisse faire sa mission, eh bien, elle va devoir là aussi tenir une comptabilité. Donc voilà un petit peu pour tout le sujet de la contrainte. Et là aussi, sur des sources d'opportunités, il ne faut pas non plus voir la comptabilité comme une contrainte, c'est aussi l'outil de pilotage par excellence. J'ai coutume de dire, quand je rencontre des compteurs de gestion dans des associations, ce qui est important, c'est la comptabilité. Ouais. C'est-à-dire que tous les outils que vous pouvez mettre, si à un moment donné, l'information qu'on retrouve dans les outils, on ne retrouve pas la même information dans la comptabilité, de toute façon, à la fin, c'est la comptabilité qui a raison. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est toujours intéressant d'aller, quand on choisit son métier et quand on aime avoir raison, eh bien, la comptabilité, ça aide beaucoup, parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, à la fin, tout se retrouve dans la comptabilité, et ce qui ne se retrouve pas dans la comptabilité, bien évidemment, ça pose un problème. Donc c'est un outil à la fois de pilotage, c'est un outil d'information, de communication, à la fois pour faire une présentation dans le cadre du rapport de financier, par exemple, que doit faire le trésorier dans l'Assemblée générale pour expliquer un petit peu ce qui a été fait au titre de l'année. Bien évidemment, cette comptabilité va servir à produire cette information. Et donc, les donateurs, et notamment quand le nombre de reçus fiscaux émis par l'association dépasse 153 000 €, donc il y a un commissaire aux comptes, mais l'information qui est produite à destination des donateurs est particulière, puisque c'est là où on va retrouver le CROD et le CER. Donc c'est une information aussi réglementée, sur laquelle on va devoir communiquer aux donateurs ces éléments, une information qui peut être exigée par le banquier. Les financeurs publics, on en a parlé, souvent les financeurs publics vont demander à la fois d'avoir une explication sur l'utilisation de l'argent public, mais aussi, de manière plus générale, savoir un petit peu comment se comporte l'association d'un point de vue sur sa situation financière. Et c'est la raison pour laquelle on va se retrouver avec, là aussi, une comptabilité qui va servir à répondre à ces attentes, et parfois, des associations peuvent se retrouver fiscalisées. Et donc là, dans ces cas-là, on va le communiquer à l'administration fiscale. Alors, les statuts, notamment, peuvent imposer la tenue d'une comptabilité, mais on peut choisir aussi, sur la base de ce que tu viens de dire, en raison de son utilité, on peut choisir d'établir une comptabilité. Et alors, ça peut être une vraie comptabilité, c'est-à-dire les comptes annuels que tu as évoqués, bilan, compte de résultats annexes, et on va y revenir, en respectant le dispositif réglementaire comptable français, ou bien on tient une comptabilité qui ne répond pas complètement aux règles, parce que peut-être que les besoins de l'association ne requièrent pas qu'on applique des règles très compliquées, et dans ce cas, on établit une autre comptabilité, et on va en reparler. Là, on parle de l'application volontaire, mais attention, dans l'autre sens, il y a des risques lorsqu'on ne tient pas une comptabilité alors que les textes l'impose, et notamment l'un de ces risques, ce sera le refus de certification par le commissaire aux comptes. Peut-être juste un mot sur la distinction entre, tout à l'heure je t'ai présenté en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, il y a une différence entre les deux métiers? Alors, les deux métiers. Donc, en fait, l'expert comptable, c'est celui qui va permettre à l'association, qui va accompagner l'association à produire ses comptes annuels. Donc, ça démarre avec la tenue de la comptabilité. L'expert comptable peut se charger de la tenue. Et en France, il n'y a que l'expert comptable qui peut réaliser ce type de prestations. Ou alors, l'association a un salarié qui va donc tenir la comptabilité. Il peut y avoir que ces deux cas-là, puisque nous sommes dans le cadre d'une profession réglementée. Et l'ordonnance de 45 confère cet exercice aux experts comptables. Donc, aucun autre prestataire de service, en dehors d'un expert comptable, peut réaliser ce type de mission. Donc, effectivement, l'expert comptable va tenir la comptabilité. Si la tenue est confiée à un salarié de l'association, ou tout simplement au trésorier bénévole de l'association, eh bien, ensuite, il peut néanmoins demander à un expert comptable de faire la révision des comptes,
ces deux missions se retrouvent dans ce que l'on appelle la mission de présentation des comptes annuels, et va donc à un moment donné sécuriser toute l'information qui va être produite. À côté de cela, l'expert comptable va pouvoir bien évidemment accompagner la structure dans des missions de conseil, dans des missions par exemple d'établissement de bulletins de paie, des missions juridiques, des missions pourquoi pas d'accompagnement à la bonne gestion des subventions, dans le montage de dossiers de financement. Donc le panel d'intervention est très large. Et à côté de cela, il y a le commissaire aux comptes. Hein. Ça peut être la même personne, mais forcément des missions différentes, et on ne peut pas être à la fois expert comptable et commissaire aux comptes pour une même association. Et donc quand on est commissaire aux comptes, donc dans les exemples les plus classiques que l'on rencontre, c'est dès qu'on a plus de 153 000 euros de subventions, de dons avec les missions de reçus fiscaux bien évidemment, eh bien on a le commissaire aux comptes qui est une mission légale. Il faut être vigilant là-dessus, hein, puisque le défaut de nomination de commissaire aux comptes, ça entraîne des complications majeures, hein, puisque c'est pénalement répréhensible. Hein. Ça veut dire que dès que vous oubliez de nommer le commissaire aux comptes, donc dès que vous dépassez les seuils, donc les fameux 153 000 euros, donc dans l'exercice, hein, il n'y a pas un décalage d'un an, comme on peut avoir dans les sociétés commerciales, eh bien vous devez nommer un commissaire aux comptes, et si vous ne le faites pas, quand vous nommerez un commissaire aux comptes, lui, il a une obligation de révéler les faits délictueux. Donc, le jour où vous allez le nommer parce que vous avez oublié, il devra faire une information au procureur de la République. Et donc, c'est toujours un peu embêtant. Alors, généralement, on va réauditer les périodes en question, là où il y avait dû y avoir un commissaire aux comptes. Et quand on enverra le courrier au procureur, on va réexpliquer un petit peu la situation dans laquelle se trouvait l'association. Et bien évidemment, après, c'est le procureur qui décidera ou pas des poursuites. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est une petite association avec un budget qui tourne entre 15 et 30 000 euros, est-ce que ça vaut le coup de tenir une comptabilité ? Ça, chacun appréciera. Ce qu'il faut, c'est rendre compte, notamment au travers de l'Assemblée générale, de la bonne gestion qu'il y a eu au titre de cet exercice. Donc, le trésorier, généralement, c'est lui qui va... Donc là, encore une fois, c'est les statuts qui vont le dire, mais c'est souvent le trésorier qui va se charger de cette partie. Donc, il va, à un moment donné, rendre compte de ce qui s'est passé au titre d'un exercice. Donc, sur une association qui a un budget entre 15 et 30 000 euros, eh bien, il va simplement se limiter de faire un état des recettes et des dépenses, donc des recettes, des sommes qui ont été encaissées et des sommes qui ont été décaissées. Donc là, on oublie l'aspect bilan, parce qu'on n'a pas, c'est juste des recettes et des dépenses. Et puis, dans d'autres cas, ça peut être intéressant de tenir une comptabilité, parce que certes, on va s'imposer une norme, hein, on va devoir appliquer le plan comptable, on va devoir, pour les associations, appliquer le règlement ANC 2018-06, mais c'est aussi une sécurité quelque part. Donc c'est là aussi un cadre plus contraignant peut-être dans sa mise en pratique, mais simplement vous pouvez peut-être aussi l'externaliser à un expert comptable. Donc dans ce cas de figure, vous êtes allégé de ces obligations, mais ça vous sécurise aussi parce que c'est fait en fonction de règlements. Je parle d'associations de 15 à 30 000 euros de budget. Il m'arrive d'avoir des associations avec ces petits budgets qui demandent effectivement, qui m'ont demandé effectivement de réaliser une mission de présentation des comptes. Alors pourquoi ils l'ont fait ? D'abord parce que souvent c'est des associations qui vont être amenées à se développer. Donc du coup ils se disent autant dès le départ faire les choses correctement, c'est toujours plus facile. Et puis aussi il y en a qui se sont rendus compte, en tout cas des trésoriers qui m'ont dit à l'époque où je faisais tout moi-même, j'avais le droit à une question du financeur public, une liste de 10 questions et je passais 2 jours à y répondre, alors que je me suis rendu compte que quand j'ai recours à un expert comptable, je dépose la plaquette, le financeur public voit que c'est un expert comptable qui a réalisé la mission, dans le document, dans les comptes annuels, il y a l'attestation de l'expert comptable qui va attester les choses. Et donc, du coup, il n'y a plus cette liste de questions. Donc, il dit, entre passer 2 jours et confier ça à un expert comptable, qui me permet de me libérer effectivement de toutes ces contraintes de gestion et de tenue de comptabilité, il y en a dans la balance, il dit, on confie tout ça à un expert comptable.